Salut à tous. Vous savez, dans le cinéma, il y a pas mal de genres que j'adore. Mes genres de prédilection sont clairement les thrillers, les comédies, le fantastique, l'horreur et les films dramatiques ou sociaux. Et s'il y a bien un genre qui m'a toujours emmerdé, c'est les films romantiques. Vous savez, ces films dans lesquels on voit comme héros un BG à la gueule d'ange qui affole les meufs, le genre de mec aux dents bien blanches, à la chevelure impeccable, parlant avec un langage plein de tendresse à celle qui veut choper peu importe ses aventures. Et bah moi ça me fait incroyablement chier. Alors des films de ce genre, il y en a un paquet. Love Actually, Pretty Woman et j'en passe. Tout ça, on connaît. Et pour que la pilule du « hey mec, tu sais pas forcément mais tu regardes un film en partie romantique avec un autre genre » fasse effet, certains réalisateurs décident de mettre le genre du film romantique avec un autre genre qui n'a rien à voir. Et de mélanger le tout pour donner un film qui essaye quelque chose d'innovant. Et alors là, c'est soit ça cartonne, soit ça déconne. Le film dont j'ai décidé de parler fait partie de ces films qui ont mélangé les films d'amour avec un genre totalement opposé et qui sur le papier aurait pu être très casse-gueule mais qui au final a été l'un des plus gros succès de la fin des années 90 et qui fera par la même occasion pas mal de pubs à l'acteur principal qui enchaînait déjà les bonnes performances devant la caméra. Et ce film, c'est Roméo plus Juliette, sorti en France le 9 avril 1997 et réalisé par Baz Luhrmann. Ce dernier était à l'époque sur son deuxième film après avoir démarré dans le cinéma avec Ballroom Dancing en 1992. Roméo plus Juliette fera parler de ce réalisateur australien et deviendra encore plus connu en octobre 2001 quand sort au cinéma Moulin Rouge. L'adaptation du roman La Dame aux Camélias de Alexandre Dumas fils, et alors là, le film est encensé de partout au point d'avoir 6 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film, et remportera un tas de Saturn Awards en 2002 et un bon paquet de récompenses. Par la suite, il sera derrière la caméra pour Australien en 2008, Gatsby le Magnifique en 2013, et il sera le créateur de la série The Get Down pour Netflix sur l'histoire du hip-hop, mais qui marchera pas car coûtant la peau du cul et à cause des critiques. Et prochainement, il va dévoiler un biopic sur la relation entre Elvis Presley et son manager, le colonel Parker, incarné par Tom Hanks qui est un grand fan du chanteur. Au casting, nous avons Leonardo DiCaprio qui commençait à se faire de plus en plus connaître à cette époque grâce à quelques films qu'il avait fait remarquer comme Basketball Diaries ou Gilbert Grape. Et sera carrément le mec que toutes les meufs auraient aimé avoir après le succès énorme de Titanic réalisé par James Cameron. Par la suite, il continuera son chemin dans le cinéma avec une tonne de films qui cartonneront et avec un tas de réalisateurs connus. Par exemple avec Scorsese pour Gangs of New York, Aviator qui est au passage un de ses meilleurs rôles à titre personnel, Le Loup de Wall Street, etc. etc. Et aura, à l'âge de 41 ans en 2016, sa statuette des Oscars pour son incroyable performance dans The Revenant. Avec la célébrité, Leonardo DiCaprio, réputé engagé pour l'environnement, soutiendra beaucoup d'associations écolo et avec sa famille créera la fondation Leonardo DiCaprio qui mènera plusieurs actions en faveur de la faune et de la flore. Et en plus de cela, Leonardo DiCaprio, végétarien depuis des années, veut faire changer les habitudes alimentaires des gens afin de lutter contre l'élevage intensif. Également au casting, il y a Claire Danes qui était à l'époque dans le cinéma depuis 2 ans avec 6 films à son actif. Bien que son nom est moins populaire que DiCaprio, elle aura une carrière assez riche car elle sera dans Terminator 3, mais sera également très connue dans la série Homeland. Et sera remarquée aussi en incarnant Temple Grandin, célèbre chercheuse américaine atteinte du syndrome d'Asperger et connue dans l'agriculture car ayant fait beaucoup de choses dans le domaine de l'élevage bovin. Brian Dennehy est également dans les rôles importants. Bien qu'il soit dans le cinéma et dans les téléfilms depuis les années 70 dans pas mal de seconds rôles, beaucoup, y compris moi, l'ont vu en tant que Will Tissel, le shérif qui fait la connerie monumentale de chercher des emmerdes à Stallone dans le premier Rambo en 1982. Il sera également visible dans Cocoon de Ron Howard, présumé innocent en 1990, et dans plein d'autres films, et décédera le 15 avril 2020 d'une crise cardiaque à l'âge de 81 ans. John Leguizamo fait également partie des rôles assez importants de ce film. Actif depuis 1984, soit depuis l'âge de 20 ans, ce mec sera visible dans pas mal de films. Et parmi les performances les plus notables de sa part, il y a Roméo plus Juliette, mais aussi dans l'excellent Summer of Sam de Spike Lee, Spawn dans lequel il incarne Violator, John Wick 1 et 2, et c'est aussi la voix originale de Sid, le paresseux de l'âge de glace.
Également au casting se trouve Harold Perrineau, que beaucoup connaissent comme Augustus Hill de la superbe série Oz, Paul Servino, Paul Rudd, le futur Ant-Man, Christina Pickles, Diane Verona et plein d'autres personnes. Dans ce film, nous suivons Romeo Montagu, un jeune homme vivant dans le quartier défavorisé de Verona Beach à Los Angeles. Ce dernier fait partie de la famille Montagu et depuis des générations, sa famille fait la guerre à la famille Capulet et cette rivalité entraîne des guerres de territoire au point de gâcher la vie des habitants, saoulés par la violence de ces familles mafieuses. Un soir, après avoir pris de l'exta, Roméo s'incruste dans une fête organisée chez les Capulet et croise une jeune femme appelée Juliette. Et alors là, le mec devient dingue d'elle. Mais il y a un énorme problème. Juliette est la fille de Fulgencio et Gloria Capulet et vont devoir cacher leur amour à leurs familles respectives. Seulement, les amoureux vont devoir se poser une question cruciale. Leur amour va-t-il résister à cette rivalité familiale qui perdure depuis des siècles ? Et là, normalement, je mets la bande-annonce, mais comme certains le savent, la Fox est très sévère avec les droits d'auteur et j'ai déjà eu des vidéos bloquées à cause de ça. Du coup, va falloir faire sans, et c'est pareil pour les extraits de films. J'ai pas envie que ma vidéo saute à cause de ça. Et croyez-moi, j'en suis sincèrement désolé. Ceux qui, comme moi, aiment bien le théâtre savent que c'est vraiment pas évident de faire adapter ce qui se passe sur scène, sur grand écran, et c'est encore moins facile si la pièce en question est très ancienne. Genre là, c'est pas la peine d'avoir suivi une filière littéraire pour savoir que ce film est l'adaptation de Roméo et Juliette de William Shakespeare, qui a fait 500 ans à la sortie du film. Il aurait pu y avoir pas mal de problématiques à adapter une pièce de théâtre aussi vieille. Cela aurait pu être le choix de conserver ou pas l'époque dans laquelle cela se situe, les dialogues, et aussi le risque que la pièce soit démodée au cinéma, car il y avait déjà 10 adaptations de Roméo et Juliette entre 1908 et 1983. Alors on peut largement penser qu'une nouvelle adaptation change rien. Et en fait, c'est celle qui a marqué le plus de monde, y compris moi. Mais alors comment le film s'en sort ? Eh bien, vous allez voir. Pour commencer, ce qui m'a surpris est le fait que cette version de Roméo et Juliette ne se passe pas du tout au XVIe siècle, et encore moins à Vérone en Italie. Ici, Baz Luhrmann envoie les Montagu et les Capulet dans les années 90 à Los Angeles dans un quartier chaud sur fond de guerre entre mafieux. Et franchement, le résultat est étonnamment crédible car l'esprit de guerre de famille dans la pièce de théâtre a été gardé, et le fait d'en faire des clans mafieux est bien pensé. Si transporter l'époque et le lieu et y passer avec originalité et réussite, le réalisateur aurait pu faire le choix de changer les dialogues avec un langage plus actuel. Mais il a tenu à garder les textes d'origine, et c'est loin, mais alors très loin d'être ridicule. Les dialogues sont franchement grandioses et même encore crédibles. Malgré ses 24 ans, Roméo plus Juliette garde beaucoup de crédibilité dans ses dialogues, et ça c'est grâce à Baz Luhrmann qui a fait un excellent choix. Un autre aspect que je trouve pas mal du tout, c'est la mise en scène. Et là, je parle pas seulement de l'aspect manière de filmer. En fait, ce film est construit comme un vrai film de gangsters. C'est-à-dire que l'on suit les querelles entre les familles avec des séquences inspirées d'autres films de gangsters. Et on y suit en même temps la vie d'un des membres d'une de ces familles dans son quotidien de fils de chef de la famille, mais aussi la vie d'un jeune parmi tant d'autres. Le personnage de Roméo n'a à aucun moment l'attitude du mafieux caricatural. Et donne juste l'impression de vivre comme n'importe quel jeune de son âge. Et cela aurait totalement démoli l'aspect adaptation de pièces de théâtre si les personnages avaient l'attitude des mafieux clichés du cinéma. Et le côté film romantique s'en sort plutôt bien, même si quelquefois cela semble assez niais, et ça donne le sentiment que le film veut dire « Regardez, je suis la romance avec un grand R ». Mais de ce que j'ai compris, cela suit très bien l'œuvre originale, et il y a des scènes entre Roméo et Juliette qui sont assez poignantes à regarder, tant par la beauté visuelle que par la manière dont c'est accompagné par les faits et gestes des personnages. Je pense à la scène du bal qui est visuellement sublime, vivante, et accompagnant très bien le déroulé de la première rencontre de cette relation fragilisée par cette guerre des familles. Les décors sont principalement composés d'immeubles de quartiers chauds de Los Angeles, mais d'un autre côté, il y a énormément de diversité à travers les plans. Ce n'est pas uniquement du béton qui encercle les personnages du film. Il y a par exemple des séquences se déroulant sur une plage publique et ses alentours, qui ajoutent quelque chose de très déjà vu, mais qui marche quand même. Ensuite, là où je pense que ça fatigue avec les années qui passent, c'est dans la manière de filmer.
Le film possède une excellente photographie, mais par moments, j'ai l'impression que ce film est bloqué dans son époque, à savoir les années 90, période dans laquelle il y avait pas mal de films qui faisaient par exemple pas mal de changements de rythme pour garder l'attention des spectateurs. Et Roméo plus Juliette a selon moi un peu de mal à gérer cela. En fait, mélanger deux genres très différents est une très bonne chose, mais il devient alors beaucoup moins évident de gérer le rythme du film. Et Roméo plus Juliette par moments ne prend pas assez de temps pour raconter la manière d'évoquer la romance entre Roméo et Juliette. Leur histoire d'amour se construit bien trop rapidement, et le réalisateur aurait pu par exemple oser rajouter des lignes de dialogue dans lesquelles les deux personnages évoquent par exemple leur centre d'intérêt, quitte à très légèrement modifier l'œuvre de Shakespeare. Malgré cela, j'ai quand même ressenti un grand attachement envers ces personnages. Les images parviennent à transmettre les sentiments intenses entre Roméo et Juliette, et cela est également dû à la performance impeccable de Leonardo DiCaprio et Claire Danes, qui sont extras durant tout le film, à l'instar des autres acteurs qui rentrent facilement dans leur rôle. Et pour l'anecdote, pendant des années, j'ai eu du mal avec DiCaprio, je le trouvais vraiment peu expressif dans ses films, et c'est au final ce film qui m'a permis de voir qu'il savait jouer une palette d'expressions. Donc, je présente mes sincères excuses à DiCaprio. Autre chose avec lequel je suis assez partagé, c'est les scènes avec des émotions à foison. Par exemple, celles avec de la tension et même un tout petit peu d'action. Il y a des trucs qui sont exagérés, genre l'engueulade dans la station-service, qui sert grosso merdo d'intro dévoilant la rivalité entre les familles. Oh bordel, comment ça mal vieillit, je vous jure. En revanche, quand c'est des séquences bien plus calmes, ça marche à merveille. Rien à dire là-dessus, le rythme est soutenu et la mise en scène impeccable. La musique est vraiment très bonne, elle a été composée par Nelly Hooper, ancien membre du groupe de R&B anglais Soul II Soul, avec l'aide de Craig Armstrong et Marius DeVries. Et elle est tout le temps synchronisée avec les séquences avec et sans émotion, et en plus je la trouve agréable à écouter. Un autre point que j'aimerais aborder et que beaucoup n'auraient pas forcément évoqué, c'est que ce film permet de découvrir aux jeunes une pièce de théâtre extrêmement populaire qui a traversé les âges. Il existe beaucoup de pièces de théâtre adaptées en film. D'ailleurs, voici mes préférées, toutes les 3 françaises en plus. Mais dans le cas de l'adaptation de Roméo et Juliette à la sauce années 90, c'est très fort. À l'époque, les écrans étaient déjà très présents. Les gens avaient déjà quasiment tous des téloches chez eux, et c'était déjà la période dans laquelle les jeunes allaient surtout voir des blockbusters et autres films dans lesquels il y avait pas mal de castagnes. Eh bien, Roméo plus Juliette a réussi à attirer beaucoup de personnes avec ce mélange de genres risqué, mais réussi grâce à la conscience de remettre en lumière Shakespeare dans notre époque moderne, et en même temps garder l'esprit romance impossible de la pièce de théâtre. Roméo plus Juliette a eu énormément de succès au cinéma. Le budget de 14 millions de dollars a été totalement dépassé avec 147 millions à travers le monde. Et il remportera pas mal de récompenses, genre 4 BAFTA au BAFTA Awards de 97, 2 récompenses au Berlinale de la même année, dont une pour Leonardo DiCaprio comme meilleur acteur, et le film sera dans les nominations d'une tripotée de festivals importants. Il y en a tellement que je peux pas toutes les mettre, alors je vais passer à la conclusion. En conclusion, je recommande vraiment Roméo plus Juliette. C'est une adaptation improbable de la plus célèbre pièce de William Shakespeare, mais conservant l'esprit de l'œuvre originale, malgré le changement radical d'époque. Et même si le film n'est pas sans défaut avec ce que j'ai évoqué, je vous invite à jeter un œil à ce film très cher à beaucoup d'anciens adolescents des années 90 et 2000. Et voilà que se termine cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Cela faisait un moment que je souhaitais parler de ce film qui m'a réconcilié avec le jeu de Leonardo DiCaprio. N'hésitez pas comme d'hab à laisser des commentaires, à me suivre sur les réseaux en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine les gens.